Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle page d'information à la une ce soir. Une opération escargot pour maintenir la pression sur les autorités. Les organisateurs du mouvement contre l'insécurité veulent une application immédiate des mesures pour le développement de l'île. Le torchon brûle au port de Longoni entre les transitaires et Mayotte Channel Gateway. La dernière exigence de Madame Nel, le paiement cash ou par chèque pour toute sortie de conteneurs ne passe pas. De quoi créer un énième bras de fer entre transitaires et délégataires. Et puis le député Mansour Kamardine est notre invité ce soir. Nous reviendrons avec lui sur la réunion de la commission mixte franco-comorienne, sur le tournant pris dans la lutte contre l'immigration clandestine ces derniers jours et sur la mission interministérielle dans le département depuis 15 jours. Les organisateurs du mouvement contre l'insécurité ont donc mis en place une opération escargot, partie du sud, direction Mamoudzou, une autre forme de protestation pour maintenir la pression sur les autorités. Objectif, faire appliquer l'ensemble des mesures pour le développement en faveur de notre département. Reportage de Papino Zaidani et Farah Housseni. Des voitures qui roulent à 2 à l'heure, et cela depuis la première heure. Ralentir la circulation, voire même la bloquer temporairement, tel est l'objectif affiché par l'intersyndicale et le collectif en cette journée de travail aux heures de pointe. Pris au piège dans cette opération escargot, les automobilistes arrivant du sud commentent diversement ce mode opératoire. Ça m'embête un petit peu parce que je suis réveillé depuis 3 h du matin pour aller au travail. Et je suis parti de chez moi, il était 4h30. Pour moi, c'est difficile de comprendre vu qu'il y a un préfet qui est venu. On nous a accordé pas mal de choses. Pour moi, je pense qu'on devrait patienter pour voir comment ça va évoluer, mais voilà, je ne comprends pas moi. Depuis ce matin vers 5 h, on est bloqué à Tarano. Et ça avance pas. Ben là, on suit l'embouteillage. Vous êtes embêté ou Oui. Comment? On ne peut pas arriver au travail et voilà. Et comment vous jugez cette opération? Pas le choix, on est obligé. Sinon, Mayotte ne va pas avancer. Pour les organisateurs de cette opération, l'essentiel reste ici de sensibiliser la population ainsi que les autorités publiques sur l'importance d'appliquer les mesures phares pour lutter contre l'insécurité dans le département. C'est aussi un message pour faire comprendre à notre délégué que les engagements qu'il a pris, nous on veut les voir sur le terrain. Et cette semaine, justement, il n'y avait pas de barrage et ces engagements, on ne les voit pas. Donc, quel engagement? Celui par exemple pour la sécurité de nos enfants dans les établissements. Il était question que ces établissements soient sécurisés, pas celui de Doujani uniquement et de Kahani, mais il y en a bien plus que ça. Et tous les lieux où les bus doivent prendre les enfants, des lieux qui sont qui craignent quoi, des lieux un peu sensibles, voilà. Donc ce qu'on attendait de cette levée de barrage justement, c'est de voir ces actions-là. Déclenchée depuis le 20 février dernier, la grève générale contre l'insécurité se poursuit donc sur le territoire, mais sous d'autres formes. Dans la lutte contre l'entrée et l'aide au séjour d'étrangers en situation irrégulière, certaines communes ont pris les devants depuis quelques années. Tingoni est l'une d'elles. En effet, la mairie effectue régulièrement des contrôles des listes des inscriptions scolaires. Le but est d'éviter les inscriptions de complaisance, mais pas seulement, comme nous le proposent Laïni Sadiachim et Daniel Abdou. Les Mahorais réagissent après les opérations menées ces derniers jours par le parquet de Mamoudzou pour lutter contre l'aide à l'entrée et au séjour d'étrangers en situation irrégulière. Pour certains, il est temps de changer les mentalités. Les sanctions tombent et c'est bien. Donc je dis aux Mahorais, il faut stopper la production de ces attestations de complaisance et donner des adresses à tout va. C'est très dangereux. Quand on n'est pas conscient de ça, on risque gros et il faudrait y penser à ce qu'on ne fasse plus les conneries qu'on faisait avant. Il faudrait prendre conscience que ce sont des actions très difficiles et qui peuvent être très conséquentes vis-à-vis de ces personnes-là. Au service scolaire de la mairie, il y a du nouveau. De nombreuses personnes se désistent après avoir établi des attestations d'hébergement de complaisance pour inscrire à l'école un enfant de famille en situation irrégulière. La police municipale de notre commune qui travaille, qui rentre chez les personnes pour demander
Si cette personne-là habite vraiment chez vous, pour confirmer, et comme on ne peut pas le confirmer, on vient à la mairie pour retirer le dossier, comme quoi la personne n'habite pas chez moi. Donc vous avez beaucoup de gens? On a beaucoup de gens qui viennent pour retirer leur dossier. Les communes sont au premier rang dans cette lutte. Ici, dans l'Ouest, des contrôles sont effectués depuis 2 ans afin de sensibiliser la population et attirer l'attention de cette dernière sur les sanctions auxquelles elle s'expose, jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Il n'est plus question de faire le travail de l'État. Parce que quand il y a des immigrés qui rentrent dans un pays, c'est l'État qui s'en charge. Mais ce n'est pas les familles, la population qui doit s'en charger. Deuxième chose, c'est que la population mahoraise donne des attestations pour des personnes comme quoi ils les hébergent alors qu'ils n'habitent même pas dans leur famille. Et donc nous, on est en train de les sensibiliser pour dire que les personnes qui prendraient ce risque s'exposent à des sanctions pénales, mais aussi pécuniaires. C'est aussi l'occasion, selon le maire, de réduire l'effectif des écoles trop chargées. La construction d'au moins 45 salles de classe d'ici 2020 permettra de limiter le nombre d'élèves à 30 et instaurer des conditions acceptables d'éducation pour la réussite des enfants mahorais. Cette mauvaise nouvelle à présent pour les usagers de la bibliothèque départementale de Pré, les locaux ayant été une nouvelle fois cambriolés et plusieurs ordinateurs dérobés. La situation est devenue inacceptable pour les agents qui, depuis hier, usent de leur droit de retrait et demandent plus de sécurité. Conséquence donc, la bibliothèque restera fermée jusqu'à nouvel ordre. Alda Alidi et Youssouf Ahmed Matoir. L'ouverture ne fait que quelques centimètres, mais les voleurs ont réussi à y faire passer un enfant. La méthode est toujours la même. À la bibliothèque centrale de Pré, les cambriolages ne se comptent plus. En moins de 2 mois, c'est la 3e fois que les locaux sont dévalisés. Il y a eu plusieurs ordinateurs portables, mais aussi de bureaux qui ont été cambriolés. Ils passent par les baies vitrées. Une fois, c'était des fenêtres coulissantes qu'ils ont carrément démontées. La semaine dernière, on a été cambriolés. Donc par an, il faut compter à 6 à 7 cambriolages. Depuis le 4 avril, les 34 agents se sont mis en droit de retrait pour réclamer une meilleure sécurité dans le bâtiment. Confrontés aux menaces et aux vols des jeunes bien connus par la justice, le personnel de la bibliothèque tente tant bien que mal de leur montrer la vraie richesse des lieux, le savoir. Avec la lecture, avec des conseils, avec tout, on essaie de pouvoir les remettre dans le droit chemin, mais il y a beaucoup de travail. Et c'est pas votre métier? Un petit peu, c'est pas mon métier, mais on est obligé de s'impliquer. C'est des mineurs et même si on les attrape sur des faits, on ne peut rien faire. Donc voilà, même si on sait qui c'est, qui fait quoi, on ne peut rien faire contre eux. L'administration mais aussi le conseil départemental ont réfléchi pour améliorer le gardiennage, mais aussi pour sécuriser les accès. Donc il y a des études et des travaux qui vont être faits rapidement. Des abords envahis par la végétation et des conteneurs abandonnés transformés en squats par des jeunes désœuvrés. Ici, toutes les conditions sont réunies pour faciliter la vie des délinquants et l'arrivée récente de la vidéosurveillance n'a rien changé. Venons-en au bras de fer au port de Longoni entre d'un côté les transitaires et de l'autre Mayotte Channel Gateway. Suite à la décision de la société MCG de ne plus autoriser les sorties de conteneurs qu'après paiement cash ou par chèque, eh bien les transitaires ne décollèrent toujours pas. Chaque partie reste pour l'heure sur sa position. Les précisions dans Liad Bouanaïssa, Arifina Mohamed et Nourdine Bensmail. 5 semaines de grève et donc de barrage ont engendré l'accumulation de près de 5000 conteneurs au port de Longoni. Il faudra s'activer pour les sortir, ce qui ne se passe pas dans le calme avec les transitaires. Selon ces derniers, la MCG de Mme Nel exige d'avancer de l'argent ou laisser un chèque de caution pour pouvoir sortir les conteneurs des clients, impossible techniquement parlant. Nous ne pouvons pas faire un chèque à chaque sortie de conteneur, sachant que ces équipes sont fortement incapables de nous fournir à l'avance le montant
dus pour chaque conteneur. D'où les conflits qu'on a avec elles régulièrement, puisque nous subissons depuis des années des erreurs de facturation. C'est pourquoi le syndicat a décidé de demander aux clients de payer eux-mêmes directement à Madame Nel, afin, je le cite, qu'ils se rendent compte eux-mêmes du calvaire qu'ils vivent avec la gestion de la MCG. Des clients ont déposé des cautions à Madame Nel, selon le syndicat. D'autres ont commencé à payer directement et... Sur 12 conteneurs sortis, la facture, il y avait 3 000 € d'erreurs sur la facture. Le problème, c'est que quand il y a des erreurs sur la facture et que le chèque est déjà établi avec le montant à l'ordre de MCG, si vous payez, que vous réclamez un avoir par la suite, MCG ne fait pas d'avoir. Nous pensons savoir que MCG est la seule société de France et de Navarre à ne pas être capable de faire des avoirs à ses clients. La MCG s'en explique, les tarifs appliqués sont validés au conseil portuaire par le conseil départemental et le préfet selon elle. Les difficultés auxquelles la MCG est également confrontée font qu'elle exige le paiement cash. Ça ne cause pas de problème pour les petits transitaires et les particuliers parce que depuis très longtemps, les petits transitaires et les particuliers payent avant de recevoir leurs conteneurs. Le problème se pose sur les grosses boîtes, les grosses sociétés de transit. Parce que ces sociétés qui demandent à ce qu'on leur livre les conteneurs et qu'ils payent après. Nous avons demandé qu'ils payent au comptant ou qu'ils fournissent une caution bancaire au profit de la société MCG. Parce que ce sont des tarifs publics. Et puis après, si on n'a pas la capacité de payer tout de suite, on demande à ce qu'on fournisse des garanties bancaires. Le bras de fer est là et le syndicat des transitaires, qui représente 14 sociétés, menace d'ajuster ses tarifs aux dysfonctionnements constatés et aux coûts que ceux-ci engendrent de par la perte de rentabilité. Affaire à suivre de très près. La mission conduite par Dominique Saurin, préfet délégué du gouvernement à Mayotte, a fait le point cet après-midi devant la presse locale. Il était question de sécurité à l'école, de l'aide à apporter aux entreprises en souffrance et des étapes suivantes, notamment la prochaine réunion du 19 avril à Paris, à Matignon, avec les élus locaux. En attendant la décision de Moroni au sujet des reconduites à la frontière, Dominique Saurin a annoncé que les terrains occupés illégalement par des personnes en situation irrégulière et dont les procédures judiciaires sont abouties feront très bientôt l'objet d'opérations d'évacuation par les forces de l'ordre. Je vous propose d'écouter le préfet au micro d'Anastasia Laguera. Un certain nombre de procédures judiciaires qui sont abouties, parce que le juge doit donner l'autorisation de procéder à ces opérations de destruction en matière d'habitat illégal. J'ai indiqué qu'à partir du 15 avril, c'est la fin de ce qu'on appelle la trêve cyclonique, c'est le moment à partir duquel on peut reprendre ces expulsions, les premières opérations auraient lieu donc avant la fin du mois en la matière pour les dossiers qui ont fait l'objet d'un point d'aboutissement complet. Et que vont devenir ces gens justement qui vont être expulsés de ces terrains ? Mais il y a les personnes qui seront expulsées, il y a un examen cas par cas en fonction de leur situation. Pour trouver des logements provisoires, cela est prévu dans ce type de procédure et la situation des personnes concernées sera examinée aussi à cette occasion. Et Mansour Kamardine, député de Mayotte, est donc avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Déjà une première réaction par rapport aux déclarations du préfet. Je dirais c'est une très bonne prise de position sur ces questions-là parce que ça fait partie des sujets d'inquiétude qui nourrissent la colère qui est dans la rue ici à Mayotte. Parce que, encore une fois, les Mahorais ont le sentiment que l'État ne les protège pas suffisamment, mais que l'État continue à protéger ceux qui sont en situation irrégulière. Et donc, à partir du moment où le préfet décide, parce que c'est ce qu'ont souhaité les Mahorais, plus d'État, c'est applicable bien sûr pour les gens qui sont en situation irrégulière, mais c'est applicable aussi aux Mahorais qui, naturellement, participeraient de manière, je dirais, claire à aider à l'immigration clandestine. Donc vous êtes favorable aux dernières décisions prises par le parquet de présenter des Mahorais propriétaires de terrain qui hébergeaient des personnes en situation irrégulière. Je crois que ça fait plusieurs années que nous disons que pour gagner cette bataille de la lutte contre l'immigration clandestine, les Mahorais sont
doivent être du côté de l'État, c'est-à-dire eux-mêmes éviter des encouragements. Les décisions qui ont été prises avant-hier et hier, ce sont des décisions qui s'inscrivent dans cet objectif-là. Nous avons demandé il faut un minimum de cohérence, nous avons demandé plus d'État. L'État reprend ses lettres de noblesse à Mayotte, c'est une excellente chose. Là où on peut être critique par rapport à ce qui s'est passé aussi bien à Pamanzi qu'à Bandélé, c'est le fait de dire clairement que cela se fait parce que ces gens-là ont été vus sur les barrages. Et donc là, effectivement, on peut s'interroger. Je crois que la République se grandirait mieux si elle évitait ce type de confusion. Il y a des gens qui sont soupçonnés d'avoir participé notamment à loger des personnes dans des conditions indignes, que le parquet leur demande de venir s'expliquer devant le tribunal, c'est tout à fait normal. Pour le reste, je crois effectivement que les Mahorais, il faut que les Mahorais le sachent également, c'est que dans les entretiens qu'il y a eu entre l'État, l'intersyndical et le collectif, il a été clairement demandé au préfet non seulement de lutter contre ces hébergements indignes, donc ce sont les Mahorais qui l'ont demandé, mais ils ont demandé également effectivement que l'État permette aux Mahorais de rentrer dans leur propriété. Ces deux actions sont en cours, ça montre que l'État effectivement commence à écouter et à entendre les Mahorais. Mais certaines dénoncent le fait que derrière on va saisir les propriétés. Ça fait partie des règles. Maintenant, l'avertissement est clair, le message est clair, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Alors, ça fait 15 jours déjà depuis la nomination de Dominique Sorin à Mayotte et de son équipe interministérielle. Vous, quel est votre premier jugement sur cette mission-là ? La mission travaille beaucoup et je voudrais saluer l'action de M. Dominique Sorin que j'ai eu l'honneur de rencontrer et ailleurs, notamment lorsqu'il était directeur de cabinet du ministère des Outre-mer. Dans la relation humaine, c'est un homme assez agréable, respectueux des autres, et ça fait plaisir qu'il puisse être là, en plus qui a l'expérience de gestion des sujets difficiles. Là où je suis sceptique, c'est que la ministre de l'Outre-mer est venue ici, et elle a annoncé aussi à l'Assemblée nationale qu'elle souhaitait une co-construction du projet de Mayotte. Et M. Sorin, le délégué du gouvernement, a dit qu'il souhaitait que les choses se fassent dans la totale transparence. Or, on observe, malheureusement, que cette vieille idée qui consiste à dire diviser pour mieux régner, il y a eu des tentations pour la mettre en place et là, arriver à des conclusions qui ne correspondent pas forcément à ce que souhaitent les Mahorais. Et là, moi, je voulais dire que les Mahorais ont accepté de participer dans ces débats parce qu'ils veulent participer à une co-construction de leur projet. Si aujourd'hui nous sommes dans la situation que nous dénonçons, où nous avons fait un bilan partagé, problème d'immigration, problème d'insécurité, sous-développement, pauvreté chronique, absence de l'État, c'est la conséquence quand même, il faut bien le dire, des 40 années de politique, de développement, non pas conçues avec les Mahorais, mais conçues quasi exclusivement par l'État. C'est l'État qui vient avec ses gros sabots pour dire « voilà ce qui est bon pour vous les Mahorais ». Aujourd'hui, nous souhaitons que ce soit les Mahorais qui disent « voilà ce qui est bon pour nous » et que l'État accepte de nous accompagner. À titre d'exemple, si nous arrivons le 19 à Paris avec le Premier ministre pour nous entendre dire que la piste longue n'est pas une priorité pour Mayotte et qu'on ne peut pas la faire, je crois que les Mahorais ne comprendront pas. Et il sera très difficile, à mon avis, qu'après qu'il y ait un accord partagé entre le gouvernement et les élus de Mayotte. Je reviens vers vous dans un instant et pendant ce temps-là, seulement à Moroni ce matin, par ailleurs, une manifestation pour afficher un soutien au gouvernement comorien et sa position sur la crise qui secoue Mayotte. Les manifestants ont scandé des slogans hostiles à la France. Ils ont parcouru plusieurs rues de la capitale pour réclamer le départ de la France de Mayotte, comme vous le voyez sur ces images. Et ce rassemblement intervient au lendemain de la réunion franco-comorienne qui s'est tenue hier à Moroni même, en présence de Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre français des Affaires étrangères, au sujet des blocages des reconduites à la frontière
Paris et Moroni ont décidé de ne pas trancher jusqu'à jeudi prochain, 19 avril, date à laquelle Jean-Yves Le Drian, le chef de la diplomatie française, recevra à Paris son homologue comorien Souef Mohamed Elamine. Mansour Kamardine, déjà, est-ce que vous serez à cette réunion? Laquelle? La prochaine réunion prévue à Paris. Non, il faut distinguer deux choses. Il y a un dialogue entre deux États, notamment des rencontres entre deux ministres. Je ne pense pas que les élus de Mayotte soient à ce stade associés à cette réunion. En tout cas, au moment où je vous parle, je n'ai pas reçu une invitation dans ce sens. Par contre, je rappelle qu'à l'occasion de la feuille de route et de sa suspension, il était admis par tout le monde que désormais, lorsqu'il y aura des réunions, des négociations entre les deux États pour parler de Mayotte, pour tenir compte de la singularité de Mayotte, qui est le seul territoire de la République qui fait l'objet d'une revendication internationale, eh bien, les élus mahorais seront pleinement associés. C'est-à-dire que nous participerons, et donc nous attendons avec beaucoup d'impatience que ces réunions, ces rencontres soient fixées pour que nous puissions venir dire ce que nous souhaitons. Ce que nous souhaitons naturellement, ce n'est pas dans le sens, je dirais, de la libre circulation à tout va, ce n'est pas la remise des Kwassa qui seraient interceptés à des autorités qui feraient l'objet de soupçons de participer directement ou indirectement au trafic humain, pour reprendre l'expression d'en face, ainsi de suite. Mais c'est quelque chose qui permet effectivement d'engager une véritable action de lutte contre l'immigration clandestine, c'est notre expression ici, de lutte contre le trafic humain, c'est ce qui s'est dit en face. L'objectif étant le même, c'est qu'effectivement, nous ne pouvons pas imaginer ou accepter qu'il y ait des gens du côté des Comores et singulièrement en Jouan qui vendent la mort à des personnes qui ne demandent qu'à, en réalité, à fuir la misère. Mais depuis plus de 2 semaines maintenant, il y a ce blocage où la France ne peut pas reconduire les personnes arrêtés ici parce qu'ils étaient en situation irrégulière. Quelle issue vous voyez, vous, à ce niveau-là? J'ai demandé, notamment la semaine dernière à l'Assemblée nationale, j'ai demandé à notre diplomatie de prendre ses responsabilités, de ne pas faiblir sur ces sujets et notamment de ne pas transiger sur la souveraineté française à Mayotte. La diplomatie est entrée en action. De ce côté-ci, on aurait aimé une action beaucoup plus hardie. Nous ne sommes pas les acteurs ou les techniciens de la diplomatie, mais nous voulons encore croire à une diplomatie qui préserve les intérêts supérieurs de Mayotte. Et donc, nous verrons dans les jours qui viennent qu'est-ce qu'il en débouchera. Je me réjouis simplement que les deux parties se parlent et je ne désespère pas qu'à l'occasion de ces échanges, qu'effectivement, la cause mahoraise, donc française, sera suffisamment protégée. Merci beaucoup, Mansour Kamardine, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Et c'est sur cet entretien que nous mettons fin à cette édition. Je rappelle la principale information à retenir, l'opération Escargot, organisée ce matin par les organisateurs du mouvement contre l'insécurité. Une piqûre de rappel, une manière de maintenir la pression avec comme principal objectif l'application de l'ensemble des mesures pour le développement en faveur de notre département. À suivre, après la météo, votre journal à Maoré avec Darwesh Daou. L'information revient demain dès 5h du matin avec Moana Saindou en radio. Et dans Zakweli, l'émission présentée par André Rakotondravula, dès 7h15, il recevra Atoumani Haruna, vice-président du comité départemental du tourisme de Mayotte. Très belle soirée à tous et à demain.